je m'en souviendrai toute ma vie puisque c'est le jour où on me dit que je deviens maman. Donc c'est un peu le jour où tu arrives avec ton test, tu dis c'est positif. Ah ouais, donc la comparaison avec la mère qui attend un bébé et elle m'appelle. Vous êtes devant votre ordinateur, vous savez pourquoi je vous appelle je me dis oui, je crois. Elle me dit allumez votre ordinateur, je vais vous envoyer une photo et félicitations, vous êtes maman d'un joli petit garçon. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daronne, le podcast où chaque mardi à partir de 6h du matin, je donne la parole à une mère pour lui faire causer de son expérience de la maternité sous tous les angles. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions. En tout cas, moi, je les trouve super. Et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès. Je prends des mecs entre quatre yeux pour leur parler de masculinité. Je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com. fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Myriam, merci beaucoup d'être à mon micro. Merci à toi. Ça fait plaisir. On avait tenté de se faire une visio. Alors bon, déjà, j'aime pas beaucoup les visios, mais c'était un pis-aller, si tu veux. 800 kilomètres qui nous séparent. Exactement. T'habites à Toulouse. Eh oui. Et effectivement, je profite de ma venue et merci beaucoup d'être venu jusqu'à moi parce que, comme t'as dit quelqu'un dans le hall de l'hôtel, tu vis à la campagne. C'est ça. Il fait moins de 2 aujourd'hui et je suis arrivée à Toulouse, il faisait 2. Donc voilà. Ah oui, t'as gagné 4 degrés en venant à la ville. Ouais. Trop bien. Quelle chance. Bon Myriam, tu m'avais envoyé un message sur mon email, donc daronne@fabflorent.com, je crois, pour me raconter que tu avais une histoire d'adoption à raconter. Oui. Et en me disant que t'étais pas trop sûr que j'en avais déjà parlé. Je tiens à renvoyer les gens vers l'épisode avec Lévan que j'avais fait il y a un petit bail maintenant sur Histoire de Daron à l'époque, où Lévan venait raconter son histoire d'adoption. Que j'ai réécouté. Que t'as réécouté. T'as fait les devoirs avant de venir. J'ai fait mes devoirs. Et tu me racontais effectivement que tu avais plein de choses et que tu avais envie toi de partager ton parcours par rapport à l'adoption. Oui. Donc let's go, bienvenue. Merci. Ça me fait plaisir. Est-ce que tu peux expliquer en quelques phrases un petit peu ce qui t'amène ici et puis après on va dérouler un petit peu l'histoire. Eh bien donc je m'appelle Myriam, j'ai 45 ans et bientôt. Et je suis maman d'un petit garçon qui va avoir 10 ans bientôt et que nous avons avec mon mari adopté en République démocratique du Congo dans la ville de Kinshasa. Voilà, ils viennent de Kinshasa. Il avait quel âge ? On est devenus ses parents, il avait 5 mois. On est allé le chercher, il avait 3 ans. Waouh. Voilà, ça a été. C'était long. Alors, c'était pas si long que ça parce que je pense que d'autres parents qui ont adopté. Nous, on a rencontré des parents qui ont dû renouveler leur agrément puisque, comme l'avait expliqué Lévan, c'est un agrément qui est valable 5 ans et donc il y a des parents quand ils sont en procédure d'adoption sont obligés de renouveler l'agrément quand on leur
on leur a filiale un enfant. C'est pas le terme, pas le bon terme. Donc apparente, voilà. Okay, quand on leur apparente un enfant, du coup, voilà, quand on est en procédure, il faut renouveler l'agrément. Nous, on a eu cette chance, c'est qu'on n'a pas eu besoin de renouveler l'agrément. Okay. Ça a été plus long parce que il y a eu ça a été un peu compliqué, mais au Congo, ils ont stoppé les adoptions pendant un certain temps. Ok. Bon, c'est important de le dire parce que ça a été communiqué beaucoup plus tard dans les médias. Aux États-Unis, il y a une loi qui permet de désadopter un enfant, enfin de pouvoir se désadopter d'un enfant. Ah ouais. Ouais. Et ouais. Et en fait, il y a des associations, enfin oui, je sais pas si c'est des associations comme nous en France, mais qu'on appelle l'agence de la deuxième chance. Ok. Voilà. Et on permet. Et il y a beaucoup d'enfants congolais qui se sont retrouvés dans des situations où les enfants ont été désadoptés. Waouh. Le pays des libertés individuelles poussé à son paroxysme, quoi. C'est vraiment taré. Voilà. Du coup, je veux dire qu'il y a des Américains qui adoptent des enfants comme ils adoptent un chat ou un chien, quoi, tu vois. Et quand ils en ont marre, ils laissent sur le bord de la route. Il correspond pas. Ah, mais il correspond pas. Waouh. Ouais, c'est terrible. On n'y croyait pas à l'époque quand on nous avait dit ça, et après quand ça a été médiatisé aux infos, enfin, on en a parlé pas mal, et on a halluciné, quoi. Ouais. Donc ouais, du coup, pendant un laps de temps, ils ont gelé les adoptions. Donc nous, on était toujours en procédure, c'est-à-dire que l'adoption a été validée au Congo. On était ses parents, mais on pouvait pas le récupérer. Voilà. Okay. Donc on l'a récupéré. Un mois après ces 3 ans, on a décollé le jour de mon anniversaire. Ah ouais. Oh, le symbole. Ah, voilà. Voilà, c'était ce moment-là. Ok. Voilà. Bah, écoute, ça marche bien. On va reparler de tout ça, bien sûr. Mais effectivement, j'aurais bien aimé savoir, moi, d'où te venait ce désir de maternité. Alors, cette question, cette fameuse question, parce que j'entends tout le temps. Elle est géniale parce que, en fait, tu m'aurais posé cette question il y a quelques années. Je t'aurais dit, je crois que j'ai jamais eu. J'ai toujours eu l'envie d'un enfant. Depuis que je suis enfant, il y a toujours eu des enfants autour de moi. La question s'est jamais posée de savoir si j'avais envie d'un enfant, en fait. Et l'adoption a été magique parce que je me suis posé les vraies questions. Et quand tu peux pas en avoir, et ben à un moment donné, t'es obligé de te dire, voilà, est-ce que je fais le deuil de cet enfant ou est-ce que je continue, quoi. Et voilà. Donc, pour vraiment répondre à ta question, aujourd'hui, oui, j'ai toujours voulu un enfant, mais finalement, si la vie avait fait que j'en ai pas eu, je crois que j'aurais pas été malheureuse, en fait. Voilà. Et ça, c'est important de. Voilà. C'est bien de le dire et de le verbaliser, je trouve. Ouais. Attention, hein, j'adore mon fils et. Mais enfin, d'imaginer ma vie sans lui, c'est juste pas possible. Mais aujourd'hui, je serais capable de dire. En fait, toutes les raisons qui font qu'on veut un enfant, elles sont éducatives, elles sont religieuses, elles sont voilà. Mais la vraie, ce qu'on dit là, le cycle biologique à 25 ans, en fait, c'est complètement faux. Enfin, pour ma part, attention, je parle. Oui, tu pour parles moi, de toi, oui. C'est parce que en fait, moi, c'est parce que toutes mes copines avaient un bébé et que je voulais. Ça a provoqué ça chez moi. Mais l'envie profonde, au final. Je sais pas si vraiment elle arrive un jour, quoi. Enfin, c'est une vraie question. C'est intéressant. Ouais, c'est une vraie. Je l'ai encore cette interrogation. Bah, bien sûr. Et je crois que je l'aurai toute ma vie, en fait. Oui, mais je trouve ça chouette de pouvoir le dire aujourd'hui et de surtout pouvoir l'exprimer. Un peu l'ambivalence, tu vois, de venir dire en fait, j'aime mon fils et j'aime mon fils plus que tout. En fait, si j'avais pas eu d'enfant, bah peut-être en fait que j'aurais été pas malheureuse. Non. Peut-être. Non, et on sait pas parce que ça t'amène à ce moment-là sur une autre vie, mais. C'est ça. Je pense que mon désir d'enfance, c'est surtout mon désir de transmettre. Ouais. Et pour ça, la vie m'a bien gâtée. Voilà, j'ai bien transmis. Tu fais quoi comme métier ? Alors aujourd'hui, j'ai ma propre entreprise et je fais du ménage. Ok, d'accord. Mais pendant 10 ans, j'ai été assistante maternelle. Ok. Et la vie, hormis ça, la vie a fait que j'ai eu beaucoup d'enfants autour de moi et que des transmissions, j'en ai eu. Enfin, voilà, j'ai plein d'enfants à moi en fait
qui sont pas vraiment à moi, mais mon fils n'est pas à moi non plus. Parce que qu'il soit biologique ou pas, du moment où il sort... Vos enfants ne vous appartiennent pas. Exactement. Donc c'est exactement pareil. Si vous voulez avoir un truc qui vous appartient, achetez-vous une console, un téléphone. Exactement. Une propriété personnelle. Complètement. Mais ça c'est pareil, c'est dur. Je crois que c'est dur. On n'a pas forcément été élevé dans cette logique-là. En tout cas, moi, j'ai pas été élevé dans cette logique-là. Il y avait un truc de redevance, de loyauté, etc. auprès des parents. Et c'est pas évident. Et l'adoption, ça m'a beaucoup aidé à ça aussi. J'imagine. Tu vas nous en parler. Ouais. Comment ça se passe le moment entre le moment où tu viens dire, je sais pas comment ça se passe entre vous dans votre couple, ok, faisons un enfant, etc. Ouais. Et puis peut-être le moment où vous vous rendez compte qu'en fait c'est pas possible pour une raison ou pour une autre. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe pas mal d'années. Ouais. En fait, on s'est mariés en 2006. On s'est mariés en 2006, en août 2006. Et moi, j'ai arrêté la pilule en juillet 2006 parce que la condition pour qu'on fasse un bébé, c'était qu'on s'était mis d'accord qu'on se mariait d'abord. Bon, encore une fois, c'était il y a... pas mal d'années. Ça aussi, ça a évolué. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, en plus. Non, mais pour moi, ça a évolué. Oui, voilà. Et du coup, moi, j'étais très éducation. Fallait faire les choses dans le bon ordre. Enfin, dans le bon ordre de l'éducation que j'avais reçue, quoi. Ouais. Et bon. Éducation religieuse? Ouais. Ça, Cato. Ah, bah ça. Voilà. Hein, pas dans le péché. Ah, non. Bon, ce qui est complètement, parce qu'on vivait depuis 5 ans ensemble, donc voilà. Mais bon, bref. Et du coup, on s'est mariés, donc et puis voilà, on a essayé, et puis ça venait pas. Donc, là, gynéco m'avait dit, il faut attendre 18 mois parce que le temps que la pilule s'arrête. Moi, j'avais pris la pilule pendant longtemps, donc bon. Et puis 18 mois après, toujours rien. Donc elle m'envoie chez une gynéco spécialisée dans l'infertilité. L'infertilité, pardon. Et on me fait faire des tas alors on fait faire un spermogramme à mon mari puisque c'est la première chose qu'on fait puisque il y a pas d'autre examen après. Ouais. Bon, tout va bien. Enfin bon voilà. Moi on me fait faire des tas d'analyses. Tout va bien. Donc encore aujourd'hui, je ne suis pas stérile, mais ça prend pas. Ah ouais. Ouais. En fait, bon, la seule chose qu'on a su me dire, c'est que j'ovulais comme une femme de 40 ans. Et à l'époque, j'en avais 30. Donc bon. Ok. Voilà. Ça doit être un peu dur de te dire, ok, il n'y a pas une raison simple. Je me dis qu'il y a je me dis que là, c'est pas... Moi, je suis... Tu viens de lever la main au ciel, les gens n'ont pas vu. Parce qu'en fait, je crois beaucoup que les choses n'arrivent pas par hasard. Et que je suis quand même si ma spiritualité a un peu changé, j'ai quand même beaucoup de croyances. Okay. Et je me dis que ça doit se passer comme ça parce qu'il doit se passer quelque chose. Voilà. J'imagine pas à ce moment-là que j'aurai pas d'enfants. Dans ma tête, il y aura des enfants. Donc, nous voilà partis pour le parcours. Alors, insémination, puisqu'au début on nous dit petite insémination, les inséminations, ça va déclencher, ça aide, voilà, ça va aider. Donc, on en fait 6, puisqu'on a droit à 6 en France. Ça marche pas. Tu dis ça comme si c'était simple, mais non, c'est pas simple parce que tous les mois, pendant un mois, on t'injecte des piqûres. Enfin, tu t'injectes des piqûres, donc t'es dans les hormones à fond toute la journée. À tel point qu'un jour, mon mari va voir ma mère en lui disant, écoutez, je ne reconnais plus votre fille. Elle est, elle passe du rire aux larmes. En fait, j'avais tous les symptômes d'une femme enceinte. Sans être enceinte. Les seins qui, pareil, mal au sein. Donc, tous ces symptômes-là, quand ils arrivent, tu dis, ça y est, ça a marché. Eh ben non, ça n'a pas marché. Donc, on passe à l'étape suivante, les FIV, fécondation in vitro, donc. J'imagine, entre-temps, beaucoup de fausses joies. Ouais, parce que tous les mois, tu fais le test et tous les mois, on te dit, non, c'est négatif, quoi. Et puis, il y a les règles qui arrivent. Donc, voilà, des fois, tu pars pour aller faire le test et puis, non, bon. Alors, tu fais quand même le test parce qu'on te dit que des fois, ça peut arriver en même temps. Donc, tu te dis, est-ce que je fais partie de ce pourcentage de femmes qui a eu ces règles en même temps que bon. Non, en fait, pas du tout. Donc, ouais, beaucoup de
En fait, beaucoup de larmes et en même temps, pas tant que ça. Ok. Parce qu'à ce moment-là, donc je travaille dans une, je sais pas si je peux dire, ouais, je travaille au 3 Suisse. Ok. Voilà, donc j'étais derrière un comptoir à valider des commandes toute la journée. Et puis je découvre que finalement, bon, la vente, j'en ai fait 20 ans, ça me gonfle. J'ai envie de passer à autre chose. Et donc, je m'inscris pour passer un CAP petite enfance. Donc, si tu veux, il y avait ça aussi qui me permettait c'était un peu ma bouée de sauvetage. Une forme de projet derrière. Ouais, c'est ça. Sans trop me dire, je me disais j'aime bien les enfants, donc le truc un peu de base, voilà. Et puis donc on passe à la FIV. Et puis moi, je découvre plein de choses sur les enfants, sur le fonctionnement des enfants, sur que c'est pas juste des individus qui poussent et voilà. Il se passe plein de choses dans leur cerveau, que voilà. Je découvre des pédagogies alternatives. Je m'engouffre dans Montessori. Je fais une formation Montessori. Je suis fan de tout ce qu'on apprend. Je découvre des choses sur moi aussi. Donc, et tout ça se fait en parallèle. Je découvre le développement personnel. Donc j'essaye de me dire ok, si t'as pas d'enfant là, il y a un truc, il y a un truc que t'as pas encore travaillé, tu dois travailler, voilà. Ah ouais, il y a beaucoup d'implications. Mais parce que j'essaye de comprendre pourquoi. Je comprends, oui. Mais sans me dire c'est médical. Je cherche pas une raison, puisque médicalement il y a rien. Oui, donc, c'est ce que je te disais, voilà. c'est que ça doit être compliqué de te dire ok, il y a pas de raison médicale, donc forcément ça vient d'ailleurs. Il y a un truc ailleurs. Et il y a ma construction de femme et ce que j'étais enfant, la relation que j'ai eue avec mes parents. Bah, tu remues tout de cette ouais, mais forcément. À un moment donné, comme je dis, si tu mets pas la main dans le tu vas pas pouvoir bon. Dans le quoi Je le dis. Faut mettre la main dans la merde à un moment donné pour pouvoir en ressortir quelque chose de plus fort et de plus voilà. Et bon voilà, moi j'y suis allée droit dedans quoi. Donc dans l'histoire familiale. Dans l'histoire familiale, okay. Je suis allée, j'ai fait de la généalogie, je suis remontée jusqu'à ma grand-mère. J'avais la chance encore de ma grand-mère qui était encore là, donc on a pu, il y a une de mes grand-mères avec qui j'ai pu échanger, donc j'ai pu comprendre des choses. Ça a été extraordinaire parce qu'en fait, moi j'étais beaucoup en conflit avec mes parents, enfin surtout avec ma mère. Et j'ai découvert plein de choses et en fait j'ai compris aussi. J'ai compris, bon, je suis un enfant, on va dire non désiré. Je suis un bébé surprise. Hein, j'aime bien dire, voilà. Ouais. Tu vois déjà, tu dis enfant non désiré. Et ouais, parce que c'était ça. C'est parce que mes parents, ils avaient 19 ans et quand ma mère est tombée enceinte, ils vivaient chacun chez leurs parents et à l'époque, c'était quelque chose que j'entendais souvent et en même temps, ça faisait partie de l'histoire familiale sans que personne a dit à un moment donné, il peut se passer quelque chose dans le cerveau de Myriam, de se dire attends, je suis pas voulue, donc est-ce que concrètement je vais être prête à être maman puisque au final, bien sûr. Voilà, donc c'était hyper. En tout cas, on peut faire le lien. Oui, on peut questionner le lien. C'est pas forcément, mais en tout cas ça m'a parlé. Et je me suis réconciliée. Alors, j'étais pas fâchée à proprement dit avec ma mère, mais je me suis réconciliée avec notre passé, elle aussi, parce que du coup, elle a suivi une thérapie. T'as foutu tout le monde au travail. Ouais, mais parce que c'était intéressant, quoi. Puis pour elle aussi, puisque elle a découvert que finalement, elle m'avait voulu au final quelque part au fond d'elle, et que ça l'avait. Elle était dans un schéma familial qui lui correspondait pas. Et quand elle m'a eu, elle a un peu fait un gros fuck à tout le monde en disant, moi je ferai rien comme vous, quoi. Et ça, elle a mis des années avant de pouvoir se dire, mais en fait, non, mais en fait, tu m'as sauvé la vie. Moi, un jour, elle m'a dit ça, elle m'a dit, tu m'as sauvé la vie. C'est beau, hein? Ouais. Donc ça guérit les blessures, quoi. Carrément. Alors pas toutes, parce qu'il y en a encore. Bien sûr. Je vous invite à aller écouter, je sais pas si tu l'as écouté, l'épisode avec Estelle qui parle beaucoup de transgénérationnel justement, et des casseroles qu'on se refile comme ça, de père en fils, de père en fille, de mère en fils, de mère en fille, quoi. Mais je suis allée voir une
une énergéticienne, je pense, elle avait ce statut-là, qui a été la première à m'en parler de ça. Et justement, des femmes qui portaient un viol alors qu'elles avaient jamais connu ça, enfin des choses hyper fortes, quoi. Et j'ai lu quelques livres là-dessus et ça m'a parlé, quoi. Je vous invite à regarder le documentaire Les Rivières de Mayua aussi, je sais pas si tu l'as regardé, où elle a sa grand-mère, sa mère et sa fille. Et dans l'histoire familiale, il y a, en fait, vous êtes une lignée de femmes maudites. Ouais. Où il y a un tonton qui lui raconte ça un jour. Moi, j'ai pas du tout envie que ma fille, elle fasse partie d'une lignée de femmes maudites. Et ça l'a fait travailler. Et elle, comme tu dis, elle fout les mains dans la merde. Et c'est un docu qui dure sur 6 ans de temps. Mais moi, cette personne m'a dit que la première question qu'elle m'a posée, c'est est-ce que j'avais été violée? Et je lui ai dit non. Elle m'a dit, tu portes le viol. Du coup, prends ça. Ouais. C'est fort parce que là, tu te retrouves... alors bon, en plus, voilà, c'est des personnes, c'est des thérapies alternatives. Alors voilà, on rentre dans quelque chose... Ah bah, je sais que t'as perdu toute une partie de mon audience. Voilà, énergéticienne, ça va. Bon, voilà, moi, moi, je dis que c'est des gens qui vont... Alors attention, il faut être très vigilant parce que tout le monde aujourd'hui se dit thérapeute, mais voilà. Donc ça t'apporte des réponses. Ouais. Moi, en tout cas, ça m'a permis d'aller en chercher des réponses. Et du coup, je suis allée voir ma grand-mère. Moi, je lui ai demandé, parce que j'en ai parlé à ma mère, j'en ai parlé à ma grand-mère. Je leur ai dit, mais est-ce que vous avez été violée? Et ces femmes m'ont dit, non, absolument pas. Ma mère me dit, mais non, je m'en souviendrai. Alors, il y a aussi la partie où on te dit que le choc émotionnel peut faire que tu oublies, mais... Ça avait pas l'air de... J'ai rien réveillé chez ces femmes, quoi. Donc, et ma grand-mère m'appelle un jour et me dit « Myriam, j'ai repensé à ton histoire et en fait, j'avais ma marraine que j'ai jamais connue et qui est née d'un viol. » Et en fait, quand elle m'a dit ça, physiquement, il s'est passé quelque chose. Il y a eu un truc. Voilà. Et du coup, je me suis dit, en fait, je porte ça, peut-être. J'en sais rien, en fait. J'ai pas les réponses, puisque je les aurai jamais. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien. Et c'est ce qui... C'est ça qui compte. C'est ce qui compte, voilà. Donc, pour revenir à l'adoption. En fait, j'ai, donc, suite à tout ça, je continue tout ça en parallèle et les FIV ne fonctionnent pas. La deuxième FIV, j'ai un embryon on m'insémine. Il prend pas. On a dit ok. Troisième FIV. La première, ça avait rien donné. Et la troisième, 2 embryons. Et on me dit est-ce qu'on vous insémine les deux? Je dis oui, allez-y parce que au pire il y aura des jumeaux. Mais bon, on perd pas de temps, quoi. On y va et en fait, aucun a donné. Et donc il m'avait prélevé un embryon, un ovocyte, donc on pouvait éventuellement faire une 4e et 5e FIV. Et en fait, j'ai arrêté. Oui, parce que j'allais dire, tu racontes ça comme si t'allais acheter un truc au supermarché. Ça, c'est tous les mois. Ouais. Voilà, ça veut être avec toute la partie que ça engendre, c'est-à-dire donc piqûre tous les mois, tous les jours même. Après, le jour où j'ovule, c'est parti. Et puis effondrement à la fin parce que ça donne rien, quoi. Et puis on repart quand on te insémine, on te dit c'est un embryon, donc t'es enceinte. Tu repars de l'hôpital, t'es enceinte. Donc tu te mets en mode je vais m'allonger, je bouge plus pendant 1 semaine parce que t'as envie de protéger. Et puis tu lui parles et tu lui dis allez, accroche-toi, c'est important, tu vois. Enfin bon, voilà, tout ce qu'on peut, on s'accroche à tout ce qu'on peut. Et puis ça prend pas. Et en fait, je dis à mon mari, j'ai envie d'arrêter, j'en ai marre. Parce que je crois que c'est pas ça. On va pas dans la bonne direction. Et il me dit ok. Il me dit on fait quoi? Je lui dis on lance une procédure d'adoption. Et il me dit ok. Alors il faut savoir quand même que quand j'ai rencontré Gilles, donc mon mari, on était jeunes, mais quand on commençait à parler d'enfants, je lui disais moi j'aimerais bien adopter.
Et lui m'avait dit, attends, on va déjà essayer d'en faire un, puis on verra plus tard. Bon, le plus tard est arrivé plus vite que prévu. Moi, j'avais toujours eu ce sentiment que, je sais pas, par rapport à la famille dans laquelle je vivais, j'allais avoir j'ai toujours senti que j'allais avoir une famille un peu particulière. Ok. Voilà. Et ça me plaisait bien. Voilà. Et donc, du coup... Un peu comme ta mère, finalement, c'est ça? Ouais, finalement, ouais. D'une autre façon, ouais. Mais ouais. Et du coup, nous voilà partis. Donc, rendez-vous au conseil départemental. Donc, il fallait qu'on soit mariés. Ouf, c'est bon. Et oui, parce qu'en fait, si t'es pas marié, il y en a qu'un des deux qui peut adopter. Ça veut dire aussi que s'il arrive quelque chose à la personne, à l'adoptant, et l'autre n'est pas reconnu comme tuteur. Ouais. Voilà. Donc nous, la problématique ne s'est pas posée. On était mariés. Donc voilà, on lance la procédure. Donc premier rendez-vous à la maison avec une assistante sociale. Et là, c'est parti quoi. Toutes les questions quoi. Et mon mari s'est braqué. Quand tu dis toutes les questions, qu'est-ce que ça... des questions sur notre vie privée, sur voilà, enfin moi j'ai pas trouvé ça intrusif parce que je parle assez facilement. La preuve. Voilà. Pour moi il y a pas de tabou, j'ai pas de tabou en fait. Voilà. Pour Gilles c'était compliqué parce que c'est pas qu'il a s'il entend ça, il va me dire Coucou Gilles. Tu m'as fait passer pour mais je dis un peu côté macho, un peu côté le bonhomme quoi. C'est un bonhomme Gilles. Ouais, c'est ça. J'ai un prénom de bonhomme Gilles. C'est Gilou quoi. Ouais, exactement. Et du coup je vois exactement le schéma quoi. Et du coup, c'est compliqué pour lui parce que voilà. Là, elle vient taper dans sa vulnérabilité quand elle vient poser des questions sur la vie privée et tout quoi, sur la vie intime, etc. Ouais. Comment ça se passe. Oui. C'est pas facile la vulnérabilité chez les mecs hein. Ouais, et puis la vraie question c'est est-ce que toi tu suis ta femme parce que tu veux un enfant mais toi où est-ce que t'en es où toi de ta paternité? Waouh. Ça c'est dur comme question. Ouais, parce que en fait, je crois qu'il sait jamais, mais encore aujourd'hui, il sait même pas. Je suis pas dans sa tête, donc je sais pas. J'ai le sentiment qu'il s'est laissé un peu glisser par tout ça, quoi. Voilà. Après, aujourd'hui, il a une relation exceptionnelle avec son fils. Bien sûr. Mais voilà. Donc, c'est souvent les mecs qui suivent justement le désir de paternité, le désir de maternité, c'est un vrai truc. Ouais. Et c'est pour ça que j'aime bien écouter Histoire de Daron parce que c'est rigolo d'entendre. Enfin, c'est drôle, c'est imagé quand je dis drôle parce que c'est pas drôle. Mais c'est intéressant. C'est intéressant, d'entendre les pères, parce que du coup, j'ai un peu l'impression des fois d'être un peu dans la tête de mon mari. Oui. Parce que les mecs, ils parlent tellement pas. Mais bon, le nombre de meufs qui écoutent Histoire de Daron juste pour essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête de leur mec. Mais c'est vrai, hein, c'est fou. Hein. Alors qu'en fait, demande-lui juste parler. C'est ça. Pourtant, on communique beaucoup. Ouais. Mais tu vois, il y a encore des trucs où je suis venue gratter. Ouais, c'est dur. Je sais que c'est dur. Moi-même, je suis sur un chemin de m'ouvrir et tu sens vraiment à quel point la carapace. La carapace, elle est solide. C'est pas une carapace, c'est une armure. Hein. Ouais. Et il faut y aller pour. Mais enfin, il y a des décennies de guerre. Mais ouais, enfin de traumatisme lié à la guerre. On a élevé les bonhommes. Alors aujourd'hui, c'est chouette quoi. On ouvre tout ça. Ouais, mais c'est dur. Ouais, c'est pas évident. Et du coup, voilà, donc du coup, premier rendez-vous, elle part en nous disant voilà, soit vous changez de mec. Non, de discours. Ouais. Soit moi je vais pas vous le donner l'agrément. Ce qui est normal un peu. Elle est là pour ça aussi. Hein, elle nous a dit. Et ça, c'est quelque chose qu'on dit souvent. Je ne cherche pas un enfant pour des parents. Je cherche des parents pour un enfant qui a déjà vécu un traumatisme, qui est l'abandon. C'est pas rien. Donc, remettez-vous en question et vite. Ok. Bah là, Gilou, il est là. Voilà. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette connasse? C'est ça. Un petit peu ce qui s'est passé. Hein. Il est sorti, il me dit ouais, qu'est-ce que c'est? Je t'adore, Gilou. Ouais. Je te fais un câlin, même si t'es pas là. Mais oui, mais ouais. Et puis là, je lui ai dit, non, stop. C'est pas bon là. On change de tactique. Et lui, pendant toutes ces années où t'as justement bossé sur toi et t'as creusé l'histoire familiale, etc., lui, il restait là, il te regardait, il disait
Ça va ta vie sinon? Il sait pas lui. Mais au début, il disait c'est grosse connerie ce que tu fais là. Fais gaffe de pas rentrer dans une secte. Ah oui. On en était là. Bah oui, ça. Et Ceci lui, dit, il faut faire attention aussi. Mais... Ouais. Mais lui, par contre, il m'a rejoint, mais différemment. Et il a fait des marathons. Et en fait, il est allé chercher au fond de lui parce que faire un marathon, faut y aller quoi. J'ai jamais fait, mais ça a l'air d'être une. C'est du mental. Et il le dit encore aujourd'hui. Il dit, moi le mental, c'est pas un problème, je l'ai. Parce que voilà. Et il a découvert le développement personnel par le biais du marathon. Ok. Et c'est extraordinaire parce qu'il a découvert des choses tout seul. Bon, il a lu des bouquins parce que il a voulu se performer. Et en fait, à un moment donné, c'est plus le corps qui parle, quoi. C'est l'esprit. Et là, il est allé chercher des choses qu'il n'avait pas. Donc au final, on se rejoint aujourd'hui. Ok. Mais au début, c'était pas ça. Va courir pendant toute la matinée, Gilles. Non, je lui donnais des livres. Je lui disais, mais lis ces livres. Je lui stabilotais. Je dis, mais lis ça, je te jure, ça va te parler. Et puis on discute après. Et puis non. Il y a un très bon adage qui dit, vous pouvez amener l'âne à la fontaine, mais vous ne pouvez pas l'obliger à boire. C'est ça. Et quand je dis l'âne, c'est pas toi, Gilles. Non, mais on est tous, on peut pas aider les gens malgré eux. Non. C'est terrible. Ça. Mais quand tu vis avec et que ton projet, parce que à un moment donné, ça devenait mon projet, quoi. Je voulais un bébé et qu'il avait pas intérêt à foirer le truc, quoi. Mais c'était pas votre projet. Bah au début, c'était. Alors, je dirais parce que là, encore une fois, il va écouter, il va me dire. Non, pour qui tu me fais passer? Mais non, mais c'est pas ça. Non. Gilles, t'avais le droit de m'envoyer un mail. Hein, non, ouais, exact, déjà. Non, je pense que c'était son projet, mais il fallait que ce soit facile, quoi. Voilà, fallait qu'on lui amène un plateau en lui disant un enfant sur un plateau. Et voilà. Elle est enceinte, moi je vais rien gérer pendant 9 mois et puis voilà, après je vais me laisser vivre. Avec cet accent du sud en plus. Petit peu. Donc ouais, et en fait là on te dit bah non gars, tu vas être aussi important dans le processus que madame. Donc nous voilà partis. Donc je par le biais de mon médecin, je rencontre une famille dans mon village qui a adopté. Et qui a adopté en Afrique. Donc, qui a adopté 2 enfants. Un en Afrique, au Burkina, et un autre en Haïti. Voilà. Et en fait, on rencontre ces gens, ils nous invitent chez eux, et on passe 2 heures avec eux, et coup de foudre, quoi. Cette famille, cette maman qui me dit, je les appelle mes enfants scotch, parce qu'ils sont tout le temps collés à moi. Et j'ai dit, mais en fait, c'est ça que je veux, moi. Moi aussi, je veux des scotch. Je veux des scotch, moi. Et donc là, déjà, tac, on se dit, ok, Afrique, moi, ça me plaît. Mais bon, bref, 9 mois, ça dure 9 mois. On passe, on a un deuxième rendez-vous dans les 9 mois. On a un deuxième rendez-vous. Elle nous pose des questions. Elle sent qu'on a travaillé le sujet. On est allé voir un film sur l'adoption. On s'est mis avec EFA 31. Donc c'est une association qui a c'est départemental. Donc il y a EFA de voilà, tout partout. Voilà. Oui. Et ce sont des associations où on peut rencontrer d'autres parents qui sont en procédure d'adoption ou qui ont adopté. Donc c'est chouette. Il y a de l'entraide, il y a des échanges de conseils. C'est ça. Donc c'est pas mal. Il y a des conférences. Donc voilà, on a fait ça. Et effectivement, là, on a pris un peu une claque, quoi. Parce qu'on s'est dit, ah oui, ok. Donc tout le projet de l'enfant, il faut faire le deuil de l'enfant biologique. Parce que on part plus du tout de la même façon, en fait. Donc. T'avais fait le deuil, toi, de l'enfant biologique? Ouais, parce qu'en fait, moi, dans mon travail et dans mon processus, dans le développement personnel, ma finalité, c'est que je voulais être maman. Je voulais pas attendre un bébé, moi. Je voulais être maman. Parce qu'au final, je me suis dit, attendre un bébé, ça dure 9 mois. Ah bah oui. Mais après, c'est toute une vie qui nous attend. Bah tant pis si j'ai pas l'étape des 9 mois. Moi, j'ai envie de me faire appeler maman, en fait. C'est ça la finalité. Justement, je trouve que on focalise beaucoup sur la grossesse dans notre société actuellement, alors que. Il y a la grossesse et puis il y a le lien du sang. Je pense que. Je pense qu'il y a l'affiliation qui est importante chez certaines personnes. Enfin moi, c'est ce que j'entends aussi. Okay. Et c'est le chemin tout tracé. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que si t'avais pu, toi, avoir un enfant biologiquement, tu te serais pas posé ce genre de questions. C'est ça.
Et ben, c'est exactement ça. Et moi, j'ai fait ce chemin-là et je me suis dit, c'est chouette que je me sois pas posé ce genre de questions, en fait. Parce que la question de à qui il va ressembler, parce que ça, c'est pareil, quoi. Dès qu'il naît, on est obligé de, oh, qu'est-ce qui te ressemble? Oh, qu'est-ce qui ressemble au papa? Qu'est-ce que c'est chiant. Ben, après, ça peut faire plaisir, parce que, quand j'ai jamais compris pourquoi pourquoi les gens me disaient ça. Il y a... Alina, elle te ressemble. Ouais. Bon, je vois pas. Après, je sais pas, après, il y a peut-être de l'ego, se dire, ah ouais, c'est un petit bout de moi, c'est un petit quelque chose, voilà. Ah bah ça, il y a beaucoup d'ego, hein, dans le fait de faire des enfants. Moi, j'ai envie de dire, mon fils, à part la couleur de peau, c'est nous, hein. J'aurais fabriqué, à part la couleur de peau, j'aurais fabriqué ce personnage. C'est incroyable. Alors, il y a du mimétisme, et puis, il n'y a pas que ça. Moi, je pense qu'il y a aussi une part d'inexpliqué, quoi. On revient à la spiritualité, donc c'est ça. Moi, je crois qu'un enfant, il nous choisit. Et il choisit... voilà. Donc après, je vais pas rentrer là-dedans parce que je sais qu'il y aura des parents qui vont dire... Parce que quand j'ai ce genre de débat, j'entends toujours « Mais alors, tu crois qu'un enfant qui meurt à la naissance, il a choisi de mourir ?» Bon, je sais pas le débat d'aujourd'hui. Ah ouais. Mais bon, voilà, moi j'y crois beaucoup à ça. Et je pense que, voilà, mon fils, il a dit, bah, je vais faire 8000 bornes pour être avec mes parents. Bref. Mais en fait, je comprends que en fait, pour moi, le lien que tu as à la spiritualité par rapport à la maternité, je le comprends en fait parce que y a aussi un truc qui n'est pas expliqué dans ton infertilité, si tu veux. Médical, c'est-à-dire que si t'avais un truc simple qui était bon bah voilà ça ne fonctionne pas et en fait va falloir trouver un truc, bah là t'as quand même besoin de trouver une explication, en tout cas ton cerveau, enfin j'imagine que ton cerveau il a besoin de trouver une explication, quoi. On est des êtres humains un peu rationnels, quoi, ouais, tu vois, carrément. Et je comprends que tu te dises bon bah en fait comme il n'y a pas côté médical d'explication claire, que t'es allé chercher du côté de la famille, tu vois, tu te dis bah peut-être qu'il y a aussi un truc qui me dépasse, quoi, et je l'entends en plus, alors que je suis pas trop là-dedans, quoi, tu vois, même si je commence à, je cherche un petit peu, je me dis que forcément il y a des trucs qu'on comprend, enfin qu'on sait pas tout, quoi, tu vois. Mais peut-être une 4e dimension. Il y a peut-être des univers alternatifs. Peut-être que le multiverse existe. J'en sais rien. Mais c'est intéressant de se poser la question, en tout cas de le regarder. Mais je comprends, tu vois, que tu te dises, ok, il faut aller chercher une explication un peu qui dépasse peut-être juste le rationnel, quoi. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Moi, j'imagine. Et tant que ça t'aide, en fait, en vrai, c'est cool. C'est ça. C'est ça. Pour moi, le vrai problème de la spiritualité, c'est plutôt le prosélytisme, quoi, tu vois, de venir expliquer aux gens que c'est comme ça, que c'est pas autrement, tu vois, mais c'est pas du tout ce que t'es en train de faire, t'es en train de raconter ton histoire. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, c'est pour ça que je veux pas, que les gens s'insurgent dans ce que je suis en train de dire, c'est juste de dire, voilà, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, et après, chacun, voilà. Du coup, donc, vous avez fait votre deuxième rendez-vous. Ouais, et puis bon, voilà, là, elle dit que c'est ok, que bon, elle commence à nous apprécier, puis moi je comprends aussi qu'elle fait son boulot, quoi, que c'est pas quelqu'un qui est contre nous, c'est juste, elle a besoin, et elle nous le dit, elle nous le verbalise, et elle nous dit, j'ai besoin d'aller loin pour vous expliquer que, enfin, c'est pas rien ce que vous êtes en train de faire. Gilles, ça va mieux par rapport à... Avec tout ça, il comprend. Ouais. Et du coup, même lui, je pense que il a enclenché les marathons un peu à ce moment-là, parce que je pense qu'il avait besoin d'aller chercher des réponses. Et bon, lui, il a trouvé les siennes. C'est super. Et voilà. Et donc, les 9 mois passent et on a l'agrément. Et donc la question, c'est de savoir vers où on se dirige. Donc au début, on va vers pupille de l'État. Donc tous les 6 mois, on a un rendez-vous avec une assistante sociale au conseil départemental. Donc ça dure 1 heure. Elle voit où on en est. Bon, elle pose des questions, voilà, tout ça. Les pupilles de l'État, on est bien d'accord que c'est des gamins français. C'est français, voilà. C'est par département. C'est ce qu'expliquait Lévan dans son histoire. En fait, voilà, c'est nous, on a fait Haute-Garonne, puisque on est en Haute-Garonne. Enfin, voilà. Du coup, on fait par le département. Et bon, il faut savoir qu'il y a en moyenne, c'est une moyenne à l'époque, parce que ça a peut-être changé. Il y a 10 enfants adoptables pour plus de 600 couples adoptants.
Bon, là on se dit, ok, concrètement là, il y a plein de choses plein de réflexions qu'il me faut. Et ces enfants qu'on a rencontrés avec ses parents qui viennent d'Afrique et d'Haïti, je me dis, est-ce qu'on pourrait pas prendre rendez-vous avec la conseillère, avec l'assistante sociale de l'international, parce qu'il y a un service à l'international. Et on prend rendez-vous avec elle. Elle nous demande, donc elle voit notre projet dans l'agrément, puisque l'agrément, nous on a demandé un enfant le plus petit possible. On n'a pas d'enfant, donc évidemment. Et là, elle nous sort plusieurs dossiers. Elle nous dit voilà, il y a à l'heure actuelle, donc le Burkina, c'est pas possible parce qu'ils ont fermé les frontières. Je crois qu'elle nous dit le Mali à l'époque. Elle nous dit, elle nous donne plusieurs pays, dont le Congo et la RDC. Oui. Et elle nous dit là où il y a des bébés. Beaucoup adoptables, c'est en RDC. Donc, elle nous met en lien avec une OAA. Alors, c'est là que je sors mon petit pep. Une OAA. C'est un organisme autorisé pour l'adoption. Alors, c'est comme une ONG, mais version adoption. Donc, en fait, c'est un organisme. Donc, c'est accrédité par le gouvernement. C'est pas une association lambda comme on a pu avoir avec l'Arche de Zoé à l'époque. Oui. Donc c'est quelque chose de bien carré. Et c'est ce qu'on voulait. Donc on rencontre cette OAA qui est à Chinon, à côté de Tours, pour ceux qui savent. Oui. Voilà. Et donc on a un rendez-vous collectif et on a un rendez-vous individuel. Et le rendez-vous individuel dure 3 heures. Et au bout de 3 heures, elle nous dit ok, vous êtes des candidats pour nous, on vous garde. Donc nous voilà partis, on monte un dossier avec eux. Donc elle nous explique que voilà, en moyenne, on est d'être en lien avec un enfant au bout de 10 mois. Ah d'accord. Donc en moyenne, c'est à peu près 10 mois d'attente. Voilà. Pour qu'eux, ils aient, voilà. C'est une moyenne parce qu'évidemment, ça va dépendre des orphelinats, des enfants qui a l'adoption. Et après, elle nous dit, il faut compter entre 12 et 18 mois pour que les papiers se mettent en place, parce qu'après, il y a des papiers à signer, plein de choses à faire avec le gouvernement congolais et puis le gouvernement français. Et, bon, voilà. C'est un peu... Après, là, c'est carrément administratif. Ça fait partie du processus. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Et au bout de 10 mois, à peu près, donc c'était l'année d'après, je m'en souviendrai toute ma vie, puisque c'est le jour où on me dit que je deviens maman. C'est un peu le jour où t'arrives avec ton test, tu dis c'est positif. Ah ouais, donc la comparaison avec la mère qui attend un bébé et elle m'appelle et c'était rigolo parce que j'étais avec aujourd'hui la marraine d'Andrea, qui est mon fils donc. Et du coup j'avais plein d'enfants, je tenais les enfants j'étais assistante maternelle à ce moment-là et le téléphone sonne et vous êtes devant votre ordinateur, vous savez pourquoi je vous appelle? Je me dis oui, je crois. Elle me dit allumez votre ordinateur, je vais vous envoyer une photo et félicitations, vous êtes maman d'un joli petit garçon. Et j'en ai encore des frissons. Et ce moment-là, c'est incroyable parce que l'ordinateur, je n'arrive pas à l'allumer. Et la photo arrive, mais comme si l'internet c'était en 1995. Ouais, c'est ça. Et je me dis c'est fou quoi. Et je vois arriver cette petite bouille. Et bon, évidemment, je me mets à pleurer. Elle me dit alors, je dis il est trop beau. Parce que il y a ça aussi, c'est que j'avais une grande question. C'était quand je vais avoir une photo, est-ce que je vais l'aimer cet enfant? Est-ce que je vais le trouver beau? Est-ce qu'on peut dire qu'on le trouve pas beau? Enfin, c'est des questions bêtes, mais et ça, c'est des questions que j'avais posées et on m'avait dit c'est normal.
c'est normal de se poser ce genre de questions. Et elle me dit, vous verrez, il y a tout un processus qui se met en place. C'est un peu, le bébé qui sort du ventre et... alors, ça doit exister des mamans qui disent, ah, mais qu'est-ce qu'il est laid, mais j'ai pas entendu ça encore, ou peu. Et je me dis, qu'est-ce que ça va me faire, voilà. Bon, évidemment, la photo est arrivée, l'enfant le plus beau du monde. Et Gilles était au travail. Donc, il y avait donc mon amie à côté, on était en pleurs toutes les deux, voilà. Donc j'appelle Gilles. Et il était en voiture. Je lui dis, t'es où? Il me dit, je suis sur la route. Je dis, arrête-toi. Il me dit, pourquoi? Je dis, arrête-toi. Il s'arrête, il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis, t'es l'heureux papa d'un petit garçon. Pardon. C'est encore les... Et là, un blanc. Et pareil, quoi, il était dans l'émotion. Et c'est chouette. Il me dit, waouh, quoi. Enfin voilà, ça y est, quoi. Ça y est. Je vais aller faire un marathon. Ouais. J'ai dit, ça y est, on est parents, quoi. Et bon, on est parents, mais en même temps, pas encore, quoi. Oui. Parce que là, il faut enclencher toute la procédure. Et administrative, du coup, tamponner, passer au tribunal. Enfin bref, tout ce qui va se faire ensuite, qui va durer 2 ans et demi. 2 ans et demi. Et puis, en décembre 2015, avec cette histoire, donc, ils ont gelé les adoptions et tout ça. Donc, on était toujours dans cette incertitude. Alors, il faut savoir que, il y avait des photos partout d'Andrea, puisqu'entre-temps, à chaque fois qu'il y avait une mission, il prenait des photos. Vous les envoyez. Il nous envoyait des photos. On n'a pas rencontré Andrea avant. On lui a pas parlé. Ah, vous étiez même pas allé le voir non, fois. Non, okay. Parce que après, ça dépend des pays. Oui. Mais avec ce pays, quand on y allait, c'était juste pour récupérer l'enfant et rentrer à la maison. Ok. Du coup, en fait, on a... Vous l'aviez eu au téléphone? Non. Okay. Rien du tout. Oh là là. Donc lui, il grandit avec des photos. Ça doit être particulier. Hein. Lui de son côté, il a vos photos aussi. Il a des photos. Ouais. On lui envoie des photos, on lui envoie des doudous. Moi, je fais pas mal de couture, donc je lui fabrique des trucs, je lui fais envoyer. L'enfant noyé sous les doudous. Alors après, est-ce qu'il a tout reçu? Ça, c'est un peu le problème parce que voilà. Mais c'était Loa faisait le lien à chaque fois. Donc dès qu'ils allaient en mission, ils nous faisaient des retours. Sauf qu'à un moment donné, comme ils gèlent tout, il y a plus rien qui rentre, il y a plus rien qui sort. Donc, faut savoir que l'argent qu'on donne quand on ouvre un dossier, parce qu'il faut en parler de ça aussi, c'est tabou. Il y a des gens qui pensent qu'on achète un enfant, sauf que non, c'est pas le cas. Oui. On permet à l'orphelinat de survivre en fait. Sauf que là, à ce moment-là, quand ils gèlent tout, il n'y a plus rien qui arrive. Et du coup, les enfants ne mangent quasiment plus. Ils font un repas par jour. Donc moi, dans mon village, je monte une asso pour on fait un repas caritatif. Et l'argent, on l'envoie à l'association. Alors on essaie chaque parent essaie de faire quelque chose pour pouvoir permettre à nos enfants et aux enfants de l'orphelinat de survivre un peu. Donc voilà. Wow. C'est 1 an et demi, 2 ans. 2 ans et demi, c'est avec tout ça, c'est lourd, quoi. C'est lourd. Et puis nous on a annoncé à toute la famille, Andrea va arriver parce que voilà, et tout le monde a des photos d'Andrea. Dès qu'on reçoit une photo, on la transmet à tout le monde. Donc Andrea il grandit sur les cheminées, sur les photos sur les photos des cheminées des grands-parents. Donc il grandit, quoi. Et on l'a toujours pas, mais c'est notre fils. Voilà, il porte notre nom de famille. Alors il s'appelle pas Andrea encore, il s'appelle Israël. Ok. C'est nous qui lui avons offert ce prénom. Donc voilà, Israël grandit. Voilà. Et puis en décembre 2015, Loa m'appelle en me disant bon, écoutez, là ça devient hyper compliqué. Sachez que si vous voulez vous désengager avec cet enfant et qu'on lance une procédure avec notre pays, on peut le faire.
Et là, mon mari me dit, mais c'est hors de question. C'est notre fils. Et c'est là que les marathons, ça sert bien. Le mental. Ça va être long, mais c'est pas grave. Non, voilà. Et lui me dit, on va en chier, mais c'est pas grave. On y croit, quoi. C'est notre gamin. Il va arriver. Ok. Moi, à ce moment-là, j'ai plus de mental, moi. Toi, t'es... Ah non, mais là, je suis dans les chaussettes parce que moi, une semaine, on te dit, vous allez bientôt partir. Après, on te dit, non, vous partez pas. Bon, enfin, c'est que ça à la fin, hein. Donc, voilà. Et on a la chance, c'est qu'il y a un journaliste congolais qui entend parler de nous, enfin, de notre asso, de ce qui se passe, en fait, et qui médiatise l'affaire. Alors, je sais pas si c'est ça, mais en attendant, ça bouge. Certains parents commencent à partir au compte-gouttes. Des parents avec qui j'étais en lien commencent à nous dire ça y est, on part. On a les visas, on peut partir. Donc l'espoir renaît. Et un jour on m'appelle, c'était au mois de mai je crois. Elle me donc dit, 6 mois plus tard, c'est ça. Elle me dit bon Myriam, on a le passeport. Non, on a le visa mais on n'a pas le passeport. Donc soit on attend encore, soit vous y allez. Bah je dis on y va, go. C'est parti, on verra là-bas. Et là, warrior, quoi. Là, la mère qui reprend, voilà. Je dis, allez, c'est parti. Gilles qui commence à me dire, non, mais attends, t'es sûr, là, parce que bon, on part en Afrique. Non, mais j'ai dit, t'inquiète, ça va bien se passer, j'y crois. C'est pas possible qu'on en soit là et qu'il nous couvre. Bon, il faut savoir que moi, j'ai peur de l'avion. Ah bah oui. Voilà, donc 8 heures de vol. Donc là, je me fais aider avec un sophrologue. Ah, je croyais que t'allais dire, je me suis enfilé une bouteille de whisky. Ouais. Hop là. Pardon. Pas loin. Pas loin d'une bouteille. Pas loin du tout. Ça a été le retour. Qui était très drôle aussi. Pas loin, ouais. Non, on m'a aidé, voilà. Donc, on prend le temps de mettre en place les billets, de faire la demande des visas, c'est un peu long et tout ça. On nous dit, vous décollez le 11 juillet. Je suis née le 11 juillet. Donc là, je me mets à pleurer. Je me dis, bon, si ça, c'est pas un signe. Donc nous voilà, nous partons. Et on atterrit, enfin voilà, là-bas, une espèce de... je sais pas, ça y est, je suis chez moi, quoi. Je sais pas pourquoi. Je suis jamais allée en Afrique. Je suis flippée de la vie. Et là... Alors qu'à côté, j'ai un bonhomme qui a peur de rien et là qui me dit attention à ça, fais attention à parle à personne. Enfin voilà, c'est vraiment... Détends-toi, j'ai ça va bien se passer. C'est ça. Et le lendemain, donc on arrive dans un hôtel où il y a des parents et il y a d'autres parents et en fait les parents nous expliquent un peu comment. Eux, ils ont déjà récupéré leur enfant, donc ils nous expliquent un petit peu comment il faut faire. Faut pas pleurer quand l'enfant arrive, hein, ça leur fait peur. Enfin, plein de trucs comme ça. Ouais. Et en fait, on était au moment de manger et on devait nous amener le petit dans la journée. On nous avait pas dit quand et donc le restaurant était ouvert et en face de moi il y avait un petit portillon et on voyait le portillon s'ouvrir et Gilles qui discutait, qui était dos au portillon. Et là, je regarde et je dis faut pas pleurer. Je vois une dame avec un petit garçon dans les bras. Et là, je vois mon fils, quoi. Et je regarde Gilles et je dis bon, ça y est, c'est pour nous. Il dit ça y est. On se lève et bon, voilà. Et pareil, quoi, le petit, quand il nous voit, donc la personne qui nous l'amène, c'est la directrice de l'orphelinat. Et par chance, c'est notre avocate aussi. Ok. Donc en fait, elle tient l'orphelinat avec son mari qui est pasteur. Ok. Voilà. Et donc elle monte avec nous dans la chambre d'hôtel pour faire la présentation. Et en fait, Andrea me donne la main de suite. On avait des ballons gonflables, du coup, il joue au ballon avec le petit accroche de suite. Et elle reste une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, elle nous dit je vous laisse. Elle nous donne les papiers et puis elle s'en va et il la suit pas parce qu'on avait peur de ça, qu'il allait la suivre. Et en fait, il a juste regardé où elle allait et puis il est revenu avec nous. Et à partir de là, encore une fois, mes croyances me font dire que il était prêt et qu'on était prêt pour ce jour-là, quoi. Voilà, cette rencontre, c'était nous, quoi. Parce qu'il avait 3 ans, c'est ça ? Il venait de faire 3 ans. Et il était petit. Il était petit. Et puis il parlait pas français. Alors il comprenait, mais il parlait le lingala. Voilà.
Donc, par contre, ils comprenaient parce que c'est un pays francophone, donc ils comprennent ils comprennent le français. Donc nous, comme on comprenait pas, ils nous montraient du doigt quand ils voulaient quelque chose. Extrêmement intelligent. Alors, pas pour dire que c'est le mien, mais c'est mon fils. Extrêmement intelligent. Ouais. Et elle nous l'a dit. Elle nous a dit, c'est un enfant très intelligent, mais avec un fort caractère. Ok. On a dit, ouais, un peu comme nous, quoi. C'est bon, tout va bien. Ouais, j'avais pas pris la mesure du caractère, en fait. Hein. On reste 10 jours. Et au bout de 10 jours, le temps de finir les papiers, de faire le passeport et tout ça, et on rentre à la maison. Donc on nous avait demandé, est-ce que la famille ne vienne pas nous envahir à la maison, parce que voilà, il faut créer un cocon. Il faut créer l'espace d'abord. Et puis surtout, faut créer le lien avec l'enfant, parce que faut pas croire qu'il nous donne la main et qu'il nous dit je t'aime parce qu'il répond à nos je t'aime à nous, que ça y est, c'est acquis, quoi. Ça dure un certain temps. Et moi, ça, je me suis dit non, c'est bon, le nôtre, c'est à part. Oui. Bon, ben non, en fait, voilà. Sauf qu'à l'aéroport, tout le monde est venu parce que personne, enfin, tout le monde est parti après, hein, mais tout le monde est venu parce qu'il fallait le rencontrer, quoi. Bah oui. Voilà. Ça faisait 2 ans et demi, 3 ans, quoi. Vous attendiez. Puis ça faisait 10 ans qu'on attendait d'avoir un enfant, donc voilà. Mon père, il a pas du tout. En fait, il y a que ma mère qui nous suivait dans cette aventure parce qu'elle y croyait. Et mon père, il me le dit encore, il me dit, moi j'attendais qu'il soit là. Parce que je voulais pas être déçue, émotionnellement et tout ça. Ah, les émotions et les hommes. C'est toujours clair. un ride. Et quand il est arrivé, bon ben ça y est, c'est tout. Il est là. Tout le monde l'a touché, c'est bon, il est là. Ouais, c'est sûr. Voilà. Donc à partir de là, l'aventure à 3 a commencé. Et c'était chaud, quoi. C'était chaud au début. Chaud comment? Bah, c'est-à-dire qu'au début, Andrea, il a besoin de, enfin, comme tous les enfants, quoi, sécurité, quoi. Et puis il est en mode, alors je compare ça à un animal sauvage, quoi. C'est que il se sent en insécurité en permanence. Il nous connaît pas. On a beau lui dire, on va t'aimer, parce qu'on lui parle beaucoup, hein, il explique qu'on va être ses parents. Mais c'est quoi des parents, en fait? Oui. Il sait pas. Parce que lui, ce qu'il connaît, c'est de l'orphelinat. Parce qu'on dit, souvent j'entends, vous avez rendu un enfant heureux. Mais en fait, il était pas malheureux, puisqu'il a pas de point de comparaison. Bien sûr. Puisque là-bas, sa vie, c'est la vie qu'il croit que tout le monde a. Donc, voilà. Donc, il est pas malheureux. Et il arrive ici, on le déracine, avec déjà la couleur de peau. Il y avait que des noirs, là, il y a que des blancs. Il arrive dans un pays, il y a que des blancs, très peu de noirs. D'ailleurs, les premiers temps où il voit des personnes de couleur dans les magasins, il bloque dessus, quoi. Parce qu'il dit, tiens, c'est ça qui est, voilà. Puis là, il faisait 0 degré en plus. Là, je vous ai vu Toulouse. Là, vous m'avez bien vu. Non, mais il y a le changement climatique. Ouais. Après, on est arrivé l'été, donc je sais pas encore. Ça allait. Mais ouais, c'était tout ça. Et puis quand il m'a vu avec ma voiture, parce qu'il a vu qu'on avait une voiture chacun, et parce que là-bas, les gens qui ont des voitures, c'est des gens qui sont très riches. Là, quand il m'a vu avec ma petite Twingo en plus, hein. C'est pas, enfin, c'était c'était pas le dernier modèle, hein, en plus, hein. Voilà, tout était, voilà. Et en même temps, avec qu'est-ce qui va m'arriver là maintenant? Je suis tout seul en plus, hein. Je connais personne. Enfin, je me mets à sa place 5 minutes, quoi, même plus. Et à chaque fois, je me disais, non mais c'est affreux, quoi. Et du coup, il pleurait jamais. Par contre, tout était quand on lui disait non, quand on lui disait qu'on n'était pas d'accord, bah il se mettait en colère et il se mettait en mode défense, quoi. Donc bah il tapait, il mordait. Et puis Gilles a pris 2 mois parce qu'il avait cumulé, il a réussi à cumuler ses congés et son congé paternité, et du coup il avait pris 2 mois. Donc les 2 premiers mois ça allait, on était 2 à gérer. Mais après il a dû reprendre le boulot et moi je suis restée à la maison. Andrea, je l'ai pas mis de suite à l'école parce que je voulais vraiment profiter de lui à fond, quoi. Sauf qu'à un moment donné, un soir, Gilles est rentré et il m'a trouvé par terre en pleurs et je lui ai dit, j'y arrive pas, il faut.
Là, il m'a dit, ok, je pense que le petit doit retourner à l'école. Aller à l'école. Doit aller à l'école. Mais doit retourner en collectivité, en fait. Parce que il n'avait connu que ça, que la collectivité. Du coup, quand il s'est retrouvé tout seul, les angoisses de la solitude qu'il ne connaissait pas. Il faut savoir qu'ils étaient 100 gamins pour 100 mètres carrés. Oui. Et ouais. Donc, du coup, se retrouver seul, il a une chambre pour lui, on a fait cododo, quoi. Bon, il a 9 ans et demi, on fait encore cododo. Pas tous les soirs. Ok. Mais, ouais, c'est, la séparation est compliquée encore. Oui. La nuit, c'est compliqué. Okay. Pourtant, on travaille dessus, hein. Ouais. Voilà. Donc voilà, quoi. Ça a été, voilà. Et du moment où il est allé à l'école, ça a commencé à s'apaiser. Alors, il y allait que le matin. Mais moi, déjà, ça me permettait de souffler. J'ai fait un peu mon baby blues, on va dire. Ouais. C'était ça, quoi. Bien sûr. Voilà. Il n'y a aucune raison que ça se passe pas de la même façon, en fait. Ouais. C'est-à-dire que tu as un projet, que tu baignes pendant 3 ans, mais potentiellement même 10, tu vois. Ouais. Forcément, quand ça arrive, la fin, tu te dis, bon, c'est quoi la suite? Il faut que ça se passe tout bien et tout. Et en fait, ça se passe jamais comme tu l'as imaginé. Non. Tu t'étais fait des films, toi, tu t'es fait des plans, tu t'étais imaginé des trucs, c'est ça? Comme tout le monde, je crois. On idéalise un peu la maternité. Puis moi, j'étais assistante maternelle. Donc, des gamins, j'en voyais tout le temps. Moi, m'occuper d'un bébé, absolument aucun problème, quoi. J'ai, géré les émotions parce que du coup, en travaillant sur des pédagogies alternatives, j'ai commencé à m'intéresser à la CNV. J'ai commencé communication non violente. Voilà, communication non violente. Je faisais de la couture, donc je fabriquais des objets sur les émotions. J'ai fabriqué un petit personnage qui changeait d'émotion, donc pour faire travailler avec les enfants. Donc, ça marchait super, sauf avec mon fils. Et je comprenais pas. Je disais, mais pourquoi ça marche pas? Sauf que juste, il avait pas les mêmes codes, les codes culturels déjà. Et puis, il avait pas de, on partait d'une notion de. Fallait tout reprendre à zéro. Ah non, mais c'est même pas, c'était, et en plus, il y a une forme de régression avec les enfants, adopté, c'est qu'en fait, on nous le dit souvent, c'est que un enfant qui a 3 ans, comme il veut tout recommencer avec ses parents, il repart de la naissance. Donc, un enfant de 3 ans n'a pas forcément les émotions d'un enfant de 3 ans. C'est dégressif, quoi, en fait. Aujourd'hui, Andrea va faire 10 ans bientôt, et il y a des moments où, au niveau des émotions, c'est hyper compliqué encore. Voilà, il apprend, ça va de mieux en mieux parce qu'il communique. Et puis on a appris ça. Mais il y a des périodes où il agit comme un enfant de 7-8 ans, quoi. Pas comme un enfant de 10 ans. Comment ça se passe aujourd'hui? Oui. Aujourd'hui, c'est formidable. C'est un enfant, c'est un enfant classique, voilà. Comme tout le monde. Son rêve à lui, c'est d'être un ado. Voilà, il a une grande ambition dans la vie. Il va être ado. Ah oui. Voilà, et il a des attitudes d'ado. Il parle comme un ado. Il est en CM1. Il a encore un an et demi de primaire et je le mettrai au collège sans problème. Voilà, c'est émotionnellement, il y a des choses à travailler parce que il a Andrea, il a ses blessures, il aura toujours ses blessures, hein, c'est ce besoin d'exister qui est très très fort. Donc par ce biais-là, il a des comportements il a besoin d'être le premier, il a besoin d'être toujours le plus beau, toujours le Je rigole parce que il a sur ses jeux vidéo, quand il se crée un compte, c'est Andrea le BG. Voilà. Ça résume assez bien l'enfant que j'ai. Voilà. Après, il est top. Il est hyper intelligent, il pige tout, il est très mature, hein. Alors c'est ça le paradoxe, c'est qu'il est très mature dans plein de choses, sauf les émotions qui des fois un peu se mélangent. Une forme d'immaturité. Bon, on y travaille, hein. Voilà, de temps en temps on fait des petits rendez-vous avec la psy et voilà, quoi. Et toi, comment t'as embrassé ton rôle de maman alors?
J'ai appris avec lui, en fait. Hein. Comme tous les parents, en fait, c'est ça. Mais ouais, j'ai appris avec lui. J'ai appris que j'avais beaucoup d'idées reçues. Et au final, ça a tout... ça a tout balayé parce que déjà, je devenais maman et d'un enfant que je n'ai pas mis au monde. Donc, il y avait ces deux paramètres qui étaient quand même importants. Et même si aujourd'hui, cette notion d'adopter, on en parle avec lui, il veut pas en parler. Ah oui. Ouais, pour lui, c'est on est ses parents. Alors ça viendra peut-être plus tard, l'adoption, l'adolescence, j'appréhende un peu. Ou pas, je sais pas, en fait. T'appréhendes un peu ? Ouais, j'appréhende parce que forcément, les émotions vont être encore plus violentes puisque, voilà, on sait comment... pour ceux qui s'intéressent au cerveau de l'être humain, à l'adoption, à l'adolescence, c'est un feu d'artifice environ. Complexe, voilà. Et puis bon, parce que j'ai été une ado, moi aussi, que voilà, Gilles aussi, et que si on fait le mix de tout, on se dit... Je pense que, voilà. Mon père me disait souvent, s'il y a un bon Dieu là-haut, j'espère qu'il t'en fera baver comme tu m'en as fait baver. Cool. Un jour, je lui ai dit, t'inquiète, t'as été entendu. Il me dit, oh non, mais je voulais pas dire ça. Mais si, tu l'as dit et je pense que tu seras entendu. Après, je veux pas mettre de ma charrue avant les bœufs, j'en sais rien. S'il faut, ça va glisser, ça va le faire, quoi. Et qu'on a mis tout ce qu'il fallait. Comment t'appréhendes, parce que Lévan le racontait, qu'il y avait alors je sais plus si sa fille, je crois, qui a voulu retrouver ses parents biologiques. Son fils avait retrouvé sa mère biologique et qu'il appréhendait par rapport à sa fille. Exactement. Alors nous, la situation est un peu plus complexe parce que c'est une pupille de l'État de RDC déjà. Quand ils ont fait ils ont fait des recherches, ils n'ont jamais retrouvé. C'est un monsieur qui l'a amené à l'orphelinat et qui l'a déposé là. Qui l'a déposé là. Lui, il a dit pas connaître l'enfant. C'est un peu flou. On sait pas trop comment. Voilà. Et quand on a voulu retrouver ce monsieur, on l'a jamais retrouvé. Voilà ce qu'on sait. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que tous les papiers, tout ce que j'ai mis, tout ce qu'on a pu avoir, j'ai un dossier à la maison avec la photo d'Andrea Petit. Et je lui ai dit, quand tu seras adulte, pas à l'adolescence, quand tu seras adulte, je te le donnerai, c'est à toi, c'est pour toi. T'en feras ce que tu veux. Voilà. Si un jour il veut retourner en RDC, il retournera en RDC sans problème. Pour moi, je suis assez... Ça a évolué, ça aussi. J'appelais la femme qui l'a mis au monde, je l'appelais sa génitrice. Et aujourd'hui, c'est sa maman, c'est sa mère, c'est sa première mère, sa première maman. Parce que grâce à elle, je suis devenue maman en fait. Ça a bien changé, mon raisonnement a changé. Tu veux dire que ton rapport à cette femme a évolué ou avant tu la voyais plutôt comme une fonction c'est ça. de mettre, mécanique. De mettre au monde. Ouais, voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, c'est grâce à elle qu'il est là, quoi. Donc, t'as eu besoin de faire tu sens que ça a apaisé un truc en toi C'est venu naturellement en fait. Je me suis pas vraiment posé la question. Ça a été à un moment donné. Je pense que c'est au travers des personnes qui me posent des questions. Et à un moment donné, j'ai dit en fait, ma sœur m'a offert un CD de Cabrel. Okay. Et il a une chanson dont je ne connais plus le titre, mais il faudrait que je la retrouve. Et d'après ce que j'ai compris, je crois que je sais pas si Cabrel a adopté ou je sais pas. Enfin, il parle de ça, de cette histoire où il dit merci à cette femme qui a mis au monde cet enfant. Et ça m'a bouleversée parce que je me suis dit mais oui en fait. Enfin, faut pas la prendre comme on n'est pas en compétition en fait. Elle est... Voilà, les conditions ont fait qu'elle a mis au monde un enfant. Dans quelles conditions, on ne sait pas. Mais voilà, aujourd'hui, cet enfant est né. Et que grâce à elle, on est devenu un papa et une maman. Voilà. J'avais une question pour toi. Pour moi, l'un des trucs en tout cas, un truc que je projette, moi, c'est comment tu fais, toi, en tant que couple de personnes blancs, alors j'imagine que ton mec est blanc aussi, oui. Pour
je sais pas, anticiper ou vivre le racisme potentiel que votre enfant va vivre, quoi? Ouais, c'est une vraie question parce que en ce moment, je me la pose énormément. On sait, malgré que on pensait être prêt, mais en fait, on sait pas à quel point, parce que il y a plein de choses que j'avais pas envisagées, mais des choses des fois d'une banalité. Et il y a 2 jours, j'écoutais un humoriste, alors j'ai plus le nom, Lenny, je sais plus. Bon, voilà, il est hyper intéressant parce que justement, il fait de l'humour avec ça. Ouais. Et du racisme banalisé un petit peu. Qui est un humoriste noir, donc Lenny, c'est ça. C'est ça. Et du coup, il a parlé à un moment donné qu'on dit que les Noirs avaient une réputation d'avoir un gros pénis. Andrea me l'a dit il y a pas longtemps, rigolant, en me disant, je sais plus, on entendait, je sais pas quoi, il dit, de toute façon, on le sait, les Noirs, ils ont une réputation, on a un gros pénis. Et ça nous a fait rire sur le moment. Et il y a 2 jours, bim, j'entends ça. Et en fait, il explique d'où ça vient, toutes ces voilà, choses que je ne savais pas, puisque je ne me suis, en fait, jamais posé la question. Bah oui. Puisque je n'ai jamais été confrontée à tout ça. Et merci la vie, parce que voilà, beau cadeau. À cause du colonialisme, des Blancs quand ils sont arrivés pour faire peur aux Français, on leur disait des horreurs sur les Noirs, on les remettait à l'état d'animal. Et du coup, voilà, ça m'a percuté. Et en fait, pour répondre à ta question, je vais le vivre. Et je sais pas. Et je pense que je vais essayer de faire en fonction de ce que je vis et de mes émotions. Et voilà. Après, on est encore une fois protégé parce qu'on vit dans un lieu où pour le moment, il connaît pas trop encore. Il entend parler du mot racisme. Ouais. Alors des fois il me dit c'est un peu raciste ce qu'il a dit. Alors il mélange un peu les choses, donc on lui explique non, c'est pas raciste. Voilà, de bien faire la distinction entre les deux. Et puis Gilles, il a tendance à dire, je pense que pour certains, là où on vit, c'est juste le racisme, c'est juste de la désinformation. Et que il faut apprendre à Andrea à éduquer les gens en fait. Et je crois que c'est la meilleure chose. Enfin, je sais pas si c'est la meilleure chose. En tout cas, moi, là, comme ça, c'est ce qui me vient de me dire. Je crois qu'en fait, Andrea, il a pour mission d'éduquer. Enfin, voilà. Nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on le voit. Ouais. C'est d'éduquer les gens en disant attention, là, ce que tu es en train de dire. Voilà. Pourquoi ? Parce que y a telle histoire derrière. Donc je pense qu'il faut qu'on soit, nous, informés le maximum, qu'on s'intéresse au maximum à tout ça. Et il y a un super documentaire qui est passé sur la 2 qui s'appelle... Merde, je l'ai pas noté. Je crois que c'est Être noir en France. Il y a quelque temps de ça. Ouais. Pareil, quoi, qui m'a bouleversée. Parce que ce qu'on faisait subir à des enfants, notamment... le choix de bébé, on met un enfant face à 2 poupons, un blanc et un noir, et on demande à l'enfant de choisir, et à chaque fois, l'enfant noir choisit un poupon blanc parce qu'il est plus beau. Ça m'a choqué. Voilà. Et tout ça, mais ça, jamais je m'y serais penchée si j'avais pas eu un enfant noir. Donc aujourd'hui, la question, elle est, je vais grandir avec ça en fait. Vous allez vous éduquer. Exactement. Et je crois que c'est une belle expérience. Et puis si on peut éduquer les gens, c'est pas le mot éduquer parce que ça fait un peu. Mais ouais, c'est de leur dire attention là. C'est pas. Ouais, en tout cas, c'est de questionner parce que souvent le racisme c'est de la peur, c'est de la peur de l'autre et. C'est ça. Si vous pouvez au moins questionner à travers vos propres cheminements, les réflexions des gens, c'est intéressant, quoi. C'est ça. Après, culturellement, Andrea, il a plus du tout. Pour lui, il est du village. C'est notre enfant. Il se pose pas de questions. Il y a des fois, quand on lui demande, mais t'es né où ? Il dit, mais moi, je suis né à Kinshasa.
Mais il en parle pas, quoi. Mmh. Il en parle pas. Parce que pour lui, il veut de la normalité dans sa vie. Bien sûr. Ce qui est c'est normal, logique. finalement. Voilà. Merci beaucoup, Myriam. J'ai une dernière question pour toi. Si jamais ton fiston écoute ce podcast dans 10 ans, il aura 19 ans. Oui. Ce sera un grand gaillard. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire ? Moi, je vais lui dire merci déjà de nous avoir choisis. Merci de nous avoir choisis. Merci de nous avoir fait vivre cette expérience de parentalité. Parce que tout est expérience. Et que voilà, c'est notre plus beau cadeau. Ça m'a appris que c'était pas le but de ma vie, mais il m'a appris à avoir d'autres buts dans la vie. Et voilà, et que je l'aime très fort, mais ça il le sait, je le lui dis tous les jours. Un grand merci, Myriam, pour ton histoire. Merci à toi. Merci. C'était chouette. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.